Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Pour le moment, je vais essayer de vous dispenser un cours dans le cadre d'une activité de langue intitulée Les figures de style dans le dernier jour d'un condamné. Il va de soi qu'on ne peut pas bien sûr puiser toutes les figures de style dans le dernier jour d'un condamné, d'autant plus qu'il s'agit d'une œuvre qui fourmille de figures de style dans tous les sens. Donc, pour des raisons de commodité, je vais me contenter de 3 figures de style, en l'occurrence la comparaison, la personnification, la métaphore, qui sont particulièrement des figures de l'analogie. On pourrait faire peut-être la même chose avec la boîte à merveilles, on pourrait faire la même chose avec Antigone. Dans tous les cas, on aboutira au même résultat. Alors, pourquoi choisir particulièrement les figures de l'analogie ? D'une part, parce que ce sont des figures de style qu'on utilise le plus souvent dans une communication orale ou bien dans une communication écrite. D'autre part, pour être plus pragmatique encore, ce sont des figures de style qu'on propose le plus souvent dans les examens de fin d'année, dans les examens régionaux. Alors, on va partir d'un corpus de phrases pour essayer d'expliquer le fonctionnement de chaque figure de style. En l'occurrence, cette phrase-là, extraite normalement du dernier jour d'un condamné, l'espérance vint rayonner en moi comme le jour autour de moi. À lire attentivement cet énoncé, on se rend compte qu'il y a tout un travail de description à l'œuvre. Autrement dit, le condamné il est en train de décrire une émotion qui naît au fond de lui-même et il se sert bien sûr de la comparaison pour le faire. Alors, on remarque ici, dans cette phrase, que le narrateur il est en train de comparer une émotion, un sentiment, à savoir l'espérance, qu'il compare bien sûr au jour. Nous avons un outil de comparaison, en l'occurrence comme. Son rôle, c'est assurer un rapport, assurer un rapport entre le comparé et le comparant. Il s'agit ici normalement d'un rapport de ressemblance, d'un rapport d'analogie. Donc, pour schématiser, on peut mettre d'un côté, on a comparé, de l'autre côté, comparant. Entre le comparé et le comparant, il y a une ressemblance. Cette ressemblance, elle est assurée par l'outil de comparaison comme. Cette ressemblance, on peut l'appeler également un point commun. Alors, le point commun entre le comparé et le comparant, c'est le rayonnement. En fait, dans la réalité, il n'y a aucun rapport entre le comparé et le comparant. L'espérance, c'est une chose, le jour, c'en est une autre, mais l'outil de comparaison est là pour établir un rapprochement entre le comparé et le comparant à travers cette ressemblance. Donc, on va essayer d'abord de partir de la définition de la comparaison communément admise. On va essayer également de définir le fonctionnement linguistique de la comparaison, mais chose encore plus importante, c'est mettre en valeur l'effet recherché de la comparaison. Pourquoi? Parce que n'importe quelle figure de style ne vaut que par son effet recherché. Donc voilà,
la comparaison met en relation le comparé, c'est-à-dire l'élément qui est comparé, et le comparant, l'élément auquel on compare à l'aide d'un outil de comparaison. Comment ça fonctionne? La comparaison est construite à partir d'un point commun, c'est-à-dire ce qu'on appelle une ressemblance ou bien une analogie entre le comparé et le comparant. Alors pour le moment, on doit un peu s'arrêter sur les outils de comparaison. Pourquoi? Parce que généralement, on recourt à l'adverbe ou bien à la préposition comme. Or, il y a d'autres outils de comparaison qu'on peut utiliser. Donc, il faut les reconnaître pour ne pas les confondre avec d'autres outils et parler plutôt de métaphores. Bon, ceci dit, il est très important de mettre en évidence les principaux outils de comparaison qui assurent l'analogie entre le comparé et le comparant. Donc la partie qui nous intéresse bien dans ce tableau, c'est particulièrement les outils de comparaison. Donc je rappelle toujours la définition de la comparaison. Pour qu'il y ait comparaison, 3 éléments sont nécessaires. Le comparé, l'outil de comparaison et le comparant. Alors, l'outil de comparaison peut se présenter sous la forme d'une préposition. On peut dire également un adverbe tel que comme, une locution, c'est-à-dire une expression telle que de même que, ainsi que, aussi que. Alors là, c'est séparé. Pourquoi? Parce qu'on trouve toujours ici un adjectif de la même manière que, plus que, moins que. Alors là, quand on dit plus que, c'est un rapport de supériorité. Là, moins que, c'est un rapport d'infériorité. Là, c'est un rapport d'égalité d'un point de vue grammatical, bien sûr. L'outil de comparaison peut se présenter sous la forme d'un adjectif semblable à, tel, pareil à, identique. Donc, tel peut prendre 2 LE. On peut écrire 2 LE. Parfois, avec S, ça dépend bien sûr. De même ici, pareil à, parce que c'est un adjectif, il s'accorde en genre et en nombre avec le comparé. L'outil de comparaison peut prendre également la forme d'un verbe. Exemple, ressembler à, faire penser à, on dirait, on aurait dit. On peut dire l'espérance vint rayonner au mois. On dirait le jour autour de moi. On pourrait dire bien sûr l'espérance vint rayonner au mois. Tel le jour autour de moi. On pourrait dire l'espérance vint rayonner en moi, de même que le jour autour de moi. Donc vous constatez que le sens, elle est toujours là, c'est juste la forme qui change. Alors, il y a une chose très importante. À chaque fois qu'on utilise une figure de style, c'est toujours lié à un effet recherché, c'est-à-dire c'est toujours lié à ce qu'on appelle une visée de communication. Donc, après avoir mis en évidence les principaux outils de comparaison, on va maintenant vers ce qu'on appelle l'effet recherché, lié particulièrement à la comparaison. Alors, pour ce qui est de l'effet recherché, à partir de la note A et de la note B, on comprend bien qu'il y a un effet recherché lié forcément au contexte de l'énoncé, mais il y a également un effet recherché général, c'est-à-dire qu'on peut appliquer à n'importe quelle comparaison. Si on prend le cas de cet énoncé, l'espérance vint rayonner en moi comme le jour autour de moi, l'effet recherché, c'est souligner le sentiment d'espérance
qui naît chez le condamné. Si par exemple, on veut tout simplement parler d'un effet recherché général, ça ne peut être que mettre en valeur une caractéristique commune au comparé et au comparant. On a déjà vu cette caractéristique commune au comparé et au comparant, c'est le rayonnement, bien sûr. Alors là, il faut faire déjà la différence entre ce qu'on appelle la comparaison en tant que figure de style et la comparaison en tant que fait de langue. Donc, si on prend le premier énoncé, le condamné marche dans le préau de la prison comme les autres détenus. Là, c'est un simple fait de langue. Si on prend le deuxième cas, le moindre mouvement d'avant en arrière lui ferait sauter le crâne comme une coquille de noix. Là, c'est une figure de style. Pourquoi? Parce qu'elle est liée à un effet stylistique. Cet effet stylistique, on le voit particulièrement dans un langage imagé comme une coquille de noix. Donc, on a ici un langage tout à fait imagé qui fait que dans le deuxième cas, on parle d'une figure de style, mais par contre, dans le premier cas, on parle d'un simple fait de langue. Ceci étant, on va maintenant vers une autre figure de style, intimement liée à la comparaison. C'est également une figure de l'analogie, à savoir la métaphore. À présent, on va essayer d'aborder l'autre figure de style, comme je viens de le dire, étroitement, intimement liée à la comparaison, à savoir la métaphore. On va essayer de partir d'un corpus de phrases contenant deux énoncés. L'espérance vint rayonner en moi. Ça nous rappelle toujours la phrase de départ dans la comparaison. Deuxième énoncé, le pourvoi, c'est une corde qui vous tient au-dessus de l'abîme. Donc il y a toujours un travail de description à l'œuvre dans les deux énoncés. Du moment que pour la première phrase, on décrit toujours une émotion, on décrit un sentiment, et on remarque facilement que nous avons un comparé, à savoir l'espérance, et nous avons un comparant, sauf que ici, le comparant n'est pas tout à fait cité. Pourquoi? On compare ici l'espérance à un rayonnement. Eh bien, quand on dit un rayonnement, c'est-à-dire qu'on peut comparer ici l'espérance à n'importe, je dis n'importe quelle source de rayonnement, au sens propre du terme, bien sûr, tel que le soleil, tel que, je ne sais pas, une ampoule, ça dépend. Donc, vous avez comparant, le titre de comparaison n'est pas cité, c'est la raison pour laquelle on parle de métaphore. On va parler particulièrement ici de ce qu'on a d'une métaphore in absentia. Pourquoi une métaphore in absentia? Déjà, c'est un terme dont la racine est tout à fait latine. Vous avez ici le mot absence, c'est-à-dire il y a un élément qui est tout à fait absent. Elle établit une ressemblance entre deux termes, les deux termes en l'occurrence l'espérance rayonnée, sans que le comparé et l'outil, plutôt le comparant, et l'outil de comparaison soient exprimés. Par contre, si on prend la deuxième phrase, le pourvoi c'est une corde qui vous tient au-dessus de l'abîme, on remarque que nous avons ici un comparé et vous avez une corde qui vous tient au-dessus de l'abîme, c'est un comparant. Donc ici le comparant il est implicite, c'est-à-dire indirect. Il n'est pas cité explicitement, il n'est pas cité directement, on doit le déduire à partir du contexte. Par contre, vous avez ici le pourvoi, vous avez le comparé, c'est une corde qui vous tient au-dessus de l'abîme, c'est le comparant, ils sont cités directement, donc on va mettre ici explicite. Dans les deux cas, il y a absence de l'étude de comparaison, ce qui revient à dire que la métaphore est une comparaison abrégée. Ça veut dire quoi? Abrégée, elle est rendue courte
ou elliptique, donc on parle ici de l'ellipse. C'est quoi l'ellipse? C'est la suppression, donc il y a toujours un élément qui est supprimé de l'énoncé. Elliptique, le comparé et le comparant sont mis en relation, mais sans outil de comparaison. Donc vous avez ici la métaphore in presentia, c'est le cas de l'énoncé 2. Il établit une ressemblance entre deux termes sans que l'outil de comparaison soit exprimé. Pour ce qui est de l'effet recherché, on insiste toujours sur le contexte, mais on insiste également sur l'aspect général de la métaphore. Si on prend le premier cas, l'effet recherché lié à la première phrase, souligner le sentiment d'espérance naissant chez le narrateur. Pour ce qui est de la deuxième phrase, souligner le danger qui plane sur le condamné à cause du pourvoi. Bien sûr, il y a un effet recherché général lié à n'importe quelle métaphore, abstraction faite du contexte, bien sûr. Comme le disait toujours Aristote, il n'y a des sciences que du général. Présenter une réalité sous une forme imagée. Alors ça veut dire quoi une forme imagée? Une forme qui rappelle tout simplement une image. Donc par exemple ici, le pourvoi, il prend l'image d'une corde qui vous tient au-dessus de l'abîme. Et ici l'espérance, il prend l'image d'un rayonnement, quelle que soit sa source, bien sûr. À présent, on est invité à passer à une autre figure de style, encore une fois liée aux autres, à savoir la personnification. Alors, partons de l'énoncé suivant. Les jours d'exécution, l'hôtel de ville regarde le condamné avec toutes ses fenêtres. À chaque fois, on remarque qu'il s'agisse de comparaison, qu'il s'agisse de métaphore ou bien de personnification. À chaque fois, on remarque qu'il y a tout un travail de description à l'œuvre, soit d'une manière explicite, soit d'une manière implicite. Alors, nous avons par exemple ici, regardez, le sujet grammatical de regarder, c'est l'hôtel de ville. Or, l'hôtel de ville, ce n'est pas un nom de personne, c'est déjà un nom de choses. L'hôtel de ville regarde le condamné avec toutes ses fenêtres, donc on peut associer les fenêtres ici à des sortes d'yeux, pourquoi pas. Donc on a personnifié l'hôtel de ville, c'est-à-dire on lui a attribué des qualités humaines. Ce qui revient à dire que la personnification est une figure de style qui consiste à donner des caractères et comportements humains à un animal ou un être inanimé. Ça veut dire quoi? Un être inanimé qui n'a pas d'âme. Cet être inanimé peut être un objet, comme par exemple dans le dernier jour d'un condamné, quand on parle de la guillotine, ou bien un végétal, c'est-à-dire un élément de la nature. Je rappelle toujours que n'importe quelle figure de style ne vaut que par son effet recherché, c'est-à-dire elle est toujours liée à une intention de communication. Alors, je rappelle à chaque fois qu'il y a un effet recherché contextuel, mais il y a également un effet recherché général, une sorte de copier-coller, bien sûr, qui va permettre de s'en sortir quand il s'agit bien sûr de poser une question dans une situation d'évaluation à propos de l'effet recherché. Alors, pour ce qui est de l'effet recherché contextuel lié à cet énoncé, on pourrait dire, pourquoi j'utilise ici le conditionnel, parce que l'effet recherché relève parfois de l'interprétation du sujet parlant, mettre en valeur l'importance des jours d'exécution aux yeux du grand public. Pour ce qui est de l'effet recherché général, il s'agit bien sûr, à chaque fois qu'il s'agit d'une personnification, il s'agit de frapper l'imagination du destinataire. Pourquoi je parle du destinataire et non pas de lecteur? Parce qu'on peut être soit dans le contexte d'une communication orale ou bien d'une communication écrite. Frapper l'imagination du destinataire en donnant vie ou sentiment à ce qui n'en a pas. Donc, donner des sentiments à des animaux, donner bien sûr vie à des objets. Alors, souvent, à partir de la pratique de la classe, on remarque que beaucoup d'élèves confondent la métaphore, la personnification
et parfois même la comparaison, sinon l'hyperbole, pour le moment on ne parle pas d'hyperbole. Alors pour ne pas confondre métaphore, personnification particulièrement, on va essayer de partir de ce schéma-là. Alors quand on compare un homme à un animal, mais sans outil de comparaison, on obtient forcément une métaphore. Quand on compare un animal à un homme, je le rappelle toujours sans outil de comparaison, on obtient une personnification. Quand on compare un homme à un objet sans outil de comparaison, on obtient une métaphore. Quand on compare un objet à un homme sans outil de comparaison, on obtient une personnification. Quand il s'agit d'envisager le rapport animal-objet, c'est métaphore. Encore une fois, quand il s'agit d'envisager le rapport objet-animal, c'est métaphore. Dans tous ces cas-là, il y a absence d'outil de comparaison. Si l'outil de comparaison est présent, on va obtenir forcément une comparaison. Par conséquent, le rapport entre la métaphore, entre la personnification et la comparaison, c'est toujours un rapport d'analogie. C'est-à-dire dans les trois cas, même dans le cas de la personnification, il y a la présence d'un comparé, il y a la présence d'un comparant. Donc il faut toujours envisager le rapport entre comparé et comparant dans le cadre de ces figures de style que l'on appelle figures de ressemblance ou bien figures de l'analogie. Au terme de cette leçon, j'espère avoir bien expliqué la leçon pour le bien de tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.